on ne peut pas sur ces plateaux nous donner, nous donner à l'idée que depuis les débuts de ces conflits jusqu'à aujourd'hui, que Félix Tshisekedi n'est pas dans la logique militaire, quelque part. Mais la logique militaire, elle s'est construite. La logique militaire, elle s'épense. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, militairement, en termes des ressources, en termes d'équipement, ce n'est pas la RDC d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Mais Dadi, Mais sauf, j'arrive. oui, non, mais en fait, ceux qui Ouais. nous regardent, sincèrement, ils vous diront, quand le M23 est rentré à Goma et on a vu des militaires prendre la poudre d'escampette, c'est quand même assez surprenant aujourd'hui de dire que le président travaille sur un volet militaire, hein. Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo et le M23 ont signé au Qatar une feuille de route en vue d'un accord de paix. Pour analyser cette nouvelle séquence diplomatique, je reçois sur ce plateau, comme d'habitude, dans la bande, le doyen Guy Mafimba. Bonsoir. Bonsoir Karid, bonsoir, merci. Lucien Pambou, bonsoir. Bonsoir, Carl. Amon Mavinga, bonsoir. Bonsoir. En duplex, Ben Luther, bonsoir. Bonsoir Carline. Et exceptionnellement, on accueille aujourd'hui, messieurs, notre ami Dadi, coordonnateur de la plateforme Horizon et un des initiateurs du front pour la 4e République. Bonsoir, cher Dadi. Bonsoir, Carl. Bienvenue à Paris, heureux de te revoir. Merci beaucoup. On abordera avec toi dans la deuxième partie ce front pour la 4e République. Mais d'abord, l'actualité, monsieur, qui a dominé ce week-end, c'est la signature de cette feuille de route entre la RDC et le M23. Docteur Ben Luther, quel est le sens de cet accord qui a été signé à Doha ce week-end? Alors, très rapidement, Carline, il faut déjà se rappeler que il y avait déjà eu des déclarations de principe, de principe à Doha. Donc, ces déclarations de principe devraient conduire inexorablement vers un accord cadre. Voilà. Il s'agit juste d'un accord cadre qui a été signé. Un accord cadre, c'est juste un accord qui vient déterminer les principes, les orientations pour aller vers finalement un accord de paix définitif. OK? Et donc, cet accord, à mon sens, cet accord cadre est, à mon sens, constitue en réalité une avancée majeure dans la résolution de cette crise à l'Est. Pourquoi? Parce que cet accord, au regard des principes qu'il dégage, on voit qu'il y a vraiment une prise en compte des causes profondes du conflit, notamment les questions de sécurité, de gouvernance, de justice et surtout parce que, rappelez-vous, lors des premières émissions, je mettais souvent l'accent sur la justice. On mettait souvent de côté la question de la justice, la question des victimes, etc. Et c'est un accord aussi qui vient là, en quelque sorte, réaffirmer surtout la souveraineté de la RDC, puisque le tout se fait sous le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et c'est aussi un accord qui vient, en quelque sorte, inclure des enjeux, je dirais, structurels. Structurels, pourquoi? Parce que on va avoir une restauration, en quelque sorte, de l'autorité de l'État. C'est ce qui est annoncé dans les principes. Restauration de l'autorité de l'État. On prévoit une espèce de réconciliation future, puis une relance économique. Euh, mais qu'à cela ne tienne, il faut savoir qu'un accord cadre n'a de valeur juridique obligatoire que dans l'immédiat. Que dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que la valeur juridique d'un accord cadre est juste processuelle. Processuelle parce que l'accord cadre vient déterminer, fixer juste un cadre à suivre, des orientations à suivre. C'est-à-dire les parties sont tenues juste à négocier de bonne foi, puis à respecter les principes dégagés par l'accord cadre. Donc moi, je reste au regard de ce qui se passe aujourd'hui avec le M23. Vous avez vu la déclaration juste après la signature des accords, la déclaration d'un des membres du M23, je crois, M23 au LAFC, le représentant en tout cas, qui a dit, voilà, il y avait rien, Justement, rien ne les a engagés, etc.
Oui, il dit que cet accord ne comporte aucune clause contraignante et ne modifiera pas la situation sur le terrain. Bon, pour faire simple, on sait très bien que cet accord, il contient 8 protocoles qui sont consacrés aux causes profondes du conflit afin de pouvoir discuter pour parvenir à un accord global de paix. Lucien, lorsqu'on entend le représentant du M23, déjà même à la sortie de cette signature, dire ça, quel message il envoie? Le message qu'il envoie est clair, à savoir que pour lui, cet accord-là, en fait, ne l'engage pas. On n'engage pas le M23, tout en l'engageant. Alors, je m'explique. Oui, dites-nous. Il y a effectivement un certain nombre de partis comme l'ONU, bien entendu. Il y a l'Union africaine, il y a les deux partis, c'est-à-dire la RDC et le M23. Alors, nous sommes dans un jeu, en fait, de dupes, c'est-à-dire que le M23 essaie de gagner du temps. Gagner du temps comment ? Alors, gagner du temps en essayant de faire croire, en effet, que dans cet accord-là, il pourrait être défavorisé. Alors, là, une fois n'est pas coutume, Tshisekedi a bien réussi son coup, c'est-à-dire qu'en encadrant effectivement cet accord avec l'ONU, avec l'UA, il sort du face-à-face avec le M23 et il va porter la réflexion à un niveau beaucoup plus international. Ça veut dire concrètement que si ça ne marche pas, ce ne sera pas la faute de Tshisekedi ni de la RDC, mais ce sera la faute du M23. Le M23 cherche par tous les moyens à torpiller accord, pré-accord, accord cadre. Simplement pourquoi ? Mais parce qu'ils estiment, et c'est le problème de fond, que Tshisekedi n'est pas fréquentable. Voilà le véritable problème. Voilà. Amon Mavinga. Oui, moi je pense que j'ai suivi la signature de l'accord cadre. Moi je pense que pour l'instant c'est un non-événement. Donc cet accord cadre n'apportera pas la paix. Pourquoi ? Mais c'est un chemin. C'est un chemin, moi je pense que les uns et les autres, ils vont prendre du temps. Pourquoi ? Dites-nous. Il y a eu 2 événements. Il y avait d'abord le mécanisme pour la libération des prisonniers, qui n'est pas encore terminé. Il y avait le mécanisme de surveillance de cessez-le-feu, qui est un échec. Chaque parti renvoie les responsabilités sur l'autre que vous avez bombardé. Donc c'est déjà un échec. Les 2 premiers points, avant les 6 autres qui se sont ajoutés, sont déjà des échecs. Donc ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et l'M23, quelle recherche l'M23 ? C'était une sorte de reconnaissance juridique quand il y a un document où dit le gouvernement congolais avec le AFC M23, pour eux, c'est tout ce qui cherchait une certaine reconnaissance au niveau international, parce qu'on les cite comme quelqu'un qui signe un document avec le gouvernement congolais. Mais moi, je pense que, à l'allure où vont les choses, et avec cet accord cadre, ça permet à tout le monde de prendre du temps. Comme l'a dit le représentant de M23, comme l'a dit Lucien, c'est pour prendre du temps. Moi, je pense que, comme je l'avais dit la fois passée, je pense que le processus de Doha est déjà un échec et qui va vers un échec. Et nous risquons de retourner en Afrique. C'est-à-dire nous retournons avec l'Union africaine et en Afrique pour voir comment nous pouvons résoudre. Et je me pose même la question de savoir pourquoi nous avons quitté l'Afrique pour aller à Doha. Parce qu'à l'allure où vont les choses, moi je pense que nous devons rentrer en Afrique. Dans le cadre de l'Union africaine et de partenaires... C'est une vision très pessimiste, mon doyen, mais bon, c'est clair et ça pessimiste, mais les faits sont là. Mais sauf qu'il y a des aspects importants qui sont cités. Mais nous savons qu'il y a d'abord la méfiance. Des 2 côtés, il n'y aura jamais la confiance. Des 2 côtés, ça pose un problème. Ça se voit sur la photo. Est-ce que Moussa peut remettre la photo? Oui, donc il n'y a pas de confiance. Il ne pose pas au sourire, en tout cas. Ce ne sont pas des amis. Tu vois qu'il n'y a pas de confiance. Ouais. Et pourtant, pour que ça puisse réussir, il faut impérativement un climat, un minimum de confiance. Il n'y en a pas. Et même quand au point 8, on dit justice, vérité et réconciliation, qui est un aspect important, mais ça ne se fera pas avec ces... C'est vrai que ça met quand même du temps. Hein. En fait, ils se sont juste réunis là-bas pour s'accorder sur 8 points. Tout ça pour ça, Guy Mafimba. Mais parce qu'on ne prend pas en compte la complexité de cette crise. C'est la crise de la RDC. Et je veux dire très vite à mon ami Armand, je ne sais pas si vous avez une idée d'une crise qui a été résolue en Afrique. Dites-moi s'il y a une crise qui a été résolue par les Africains. Mais il faut qu'on arrive à résoudre nos crises. Nous n'allons pas dire que ça se fait toujours comme ça et on adore. Le président Sassou était médiateur. Je n'ai jamais vu une crise être résolue par les Africains.
Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes des pays qui sont dépendants des autres puissances. Lorsque vous voyez l'Union africaine être financée en partie par l'Union européenne et autres, arrêtons avec cette histoire-là d'une crise résolue par les Africains. Première chose. Deuxième chose. La crise, de la RDC, elle a 3 dimensions. Sinon, nous sommes inutiles. Elle a 3 dimensions. La dimension géoéconomique, la dimension géopolitique et la dimension géostratégique. D'où pourquoi ça tire en longueur. Mais pourquoi on est arrivé à Doha? On est arrivé à Doha parce que Doha, c'est la continuité du processus de Nairobi. Parce qu'il y a eu 2 processus, de Luanda et de Nairobi. Nairobi, c'était quoi? C'était comme à l'époque, on se retrouve, on se partage les postes. À travers le brassage, parce que Kounda a pris les armes, bon, il faut prendre les éléments de Kounda, mettre dans l'armée. Ah, et Kounda, représentant politique, il faut lui donner un poste. C'est quand le président Tshisekedi s'est rendu compte que non, cette histoire de brassage, c'est fini. Cette histoire de se repartir des postes, c'est fini. Je laisse tomber Nairobi. Et c'est comme ça qu'on va aller saisir une facilitation. D'abord, c'était une facilitation qui est Doha. Pourquoi Doha? Mais parce que Doha, c'est la diplomatie du chèque. Doha est présent au Rwanda et est présent en RDC. Et aujourd'hui, les financements, par exemple, de la fameuse raffinerie de Paul Kagame au Rwanda, mais le financement, c'est où? C'est les pays du Golfe. Mais 5 millions de dollars, c'est rien. Les pays africains peuvent avoir ce montant-là. J'ai comme l'impression que M. Mavinga est en train de parler d'un autre continent. Mais non, je parle d'Afrique. Et même nous n'avons pas accepté de conneries. Nous devons être logiques avec nous-mêmes. Je vais terminer. On ne va pas justifier nos faiblesses. Nous devons nous ressaisir. Moi, je suis dans la réalité. Toi, tu es dans la fiction. Je ne suis pas dans la fiction. Moi, je rêve d'une grande Afrique qui doit se libérer et l'Afrique qui va se libérer. Oui, moi, je suis de ceux qui croient que l'Afrique peut se libérer. Et non de l'Afrique qui sera toujours esclave des autres. Si je peux finir avec allez-y, terminez mon raisonnement, s'il te plaît. Donc, pour moi, cette complexité, elle est tout à fait réelle au regard des 3 dimensions. Et aujourd'hui, je souscris à ce que disait tout à l'heure Maître. Nous sommes dans une continuité. Doha, c'était quoi? La rencontre entre Félix Tshisekedi et Kagame. Partout, personne n'avait réussi à les faire rencontrer. Le 18 mars, ils se sont rencontrés. C'est ce qu'on appelle déjà un acquis diplomatique. 24 avril 2025, la déclaration conjointe, où on a parlé de trêve, oui, en ce moment, la trêve n'y est pas encore. Et puis le 19-06 juin 2025, la déclaration de principe, et là nous sommes dans l'accord cadre. 8 protocoles, et la diplomatie, c'est un jeu d'échecs. Chacun pousse ses pions. Moi, je reconnais une chose, ce qu'on appelle une bataille stratégique gagnée. Le AFC M23 avait promis se retrouver à Kinshasa il y a une année. Sur Kinshasa, hein? Bon, là, les choses sont presque stabilisées sur le front militaire. Pourquoi c'est stabilisé sur le front militaire? Parce qu'effectivement, les ressources qu'ils pouvaient avoir, le soutien qu'ils pouvaient avoir, aujourd'hui, est sous la pression de Doha. On reviendra sur Washington tout à l'heure. Pour moi, l'accord cadre, ce n'est que dans un processus qui est tout à fait normal, au regard de la complexité de ce conflit, qui ne peut pas se régler en claquant les doigts. Dadi. Merci beaucoup, cher Carlyle, de me relancer sur cette question. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ici. Je vais tout simplement, personnellement, faire constater la constance dans la démarche diplomatique prônée par le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, cette constance s'est traduite, encore une fois de plus, par l'expression de la volonté de la République démocratique du Congo à trouver des solutions, notamment sur cette voie pacifique. Je pense que sur ces plateaux, nous avons commenté, si je ne me trompe pas, l'accord de Washington. Et à cette occasion, j'évoquais la question liée à la volonté des acteurs. Aujourd'hui, qu'il s'agisse des accords de Washington, des déclarations des principes du mois de juillet et de cet accord cadre, encore une fois de plus, il faudra faire appel à la volonté de la partie belligérante, notamment de la FCM23, soutenue par l'air maître rwandais, à pouvoir aller effectivement dans l'aspect définitif
de cette démarche parce que nous n'allons pas partir des accords, des principes, des accords cadres, ainsi de suite, alors qu'à l'Est, ça continue à crépiter, ça continue à mourir. Aujourd'hui, nous sommes, nous, au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau gouvernemental, au niveau du président, il y a la nette volonté de pouvoir aller vers la fin de cette situation pour pouvoir attaquer d'autres questions qui sont essentielles à la vie de la nation, notamment des questions de la justice, des questions humanitaires, des questions de développement et des questions de gouvernance. C'est sur ces questions qu'il faudra très rapidement essayer de s'y pencher. Ici, j'ai voulu mettre en lumière la constance, la volonté de la partie gouvernementale depuis les débuts de ces processus, notamment les doyens, Mavinga l'a rappelé ici, depuis les processus de Nairobi, les processus de Luanda, comme l'a rappelé le président Tshisekedi dernièrement, en Belgique, on sait tous qui a fait capoter les processus en Afrique. On sait tous. Et aujourd'hui, il y a, comme le disait les doyens Lucien, aujourd'hui, il faut reconnaître que le président Félix Tshisekedi a réussi à internationaliser cette question qui aujourd'hui est portée par l'international, que ce soit l'Afrique, que ce soit Doha, que ce soit les États-Unis. Et ici, il faudra savoir que Doha, tout ce qui s'est fait à Doha, c'est fait avec la bénédiction des Américains. Oui, M. Boulos y était. Les Qataris sont avec les Américains. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il ne faut pas isoler Doha de Washington. Ouais. Pas du tout. Tout ce qui se fait à Doha, c'est fait la avec la bénédiction, de avec les cutus des Américains. Ouais. Et la République démocratique du Congo, le gouvernement, le président Tshisekedi restent dans la logique de ramener la paix et la paix durable au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous espérons que cette fois-ci, les ennemis de la République démocratique du Congo, l'AFC M23, vont pouvoir mettre de la volonté dans cet accord cadre, de sorte à ce que nous puissions, comme le disait le docteur Luther, nous puissions aller vers cet accord définitif qui est attendu par les Congolais. En tout cas, M. Boulos, Oui. qui était aussi à Doha ce week-end, a dit qu'il faut considérer cela comme un point de départ de l'ensemble du processus. Enfin, je me tourne vers le doyen Mavinga qui dit tout ça, c'est un échec Vous savez, j'ai une longue expérience de cette crise congolaise. Depuis l'accord de... plusieurs livres que vous avez écrits. Depuis l'accord de Lusaka, je les ai pas, j'ai amené mes livres, c'est pas pour dire. Depuis l'accord de Lusaka, j'analyse le jeu de tous les acteurs, qu'ils soient au niveau des puissances occidentales, orientales, le BRICS. On sera au 48e dialogue. Hein, oui. On sera au 48e dialogue. Donc j'ai suivi tout ce qui s'est passé, tous les accords qui ont été signés, et tout le piège. Donc dans tous les accords qui ont été signés, il y a toujours eu de pièges contre la République démocratique du Congo. Il y a eu toujours des pièges. Et je voudrais aussi dire une chose. Pourquoi l'accord de Washington n'avait pas pris tous les aspects et faire un accord global à Washington? Ils ont pris d'autres aspects, ils ont renvoyé ça à Doha. Non, parce que les Américains, c'est le Yankee, c'est la grande puissance. Ils connaissent bien les enjeux du monde. Il y a un certain nombre de sujets qui sont assez gênants, qui risquent de mettre mal à l'aise les États-Unis d'Amérique. Et donc, ce sont les points qui doivent être traités dans le cadre de Doha. Bien sûr, les Américains suivent de près, mais il y a certains aspects qui concernent ces rébellions, tout ça, dans tous ces crimes qui se font, et aussi le soutien occidental qu'ils ont apporté au Rwanda, et le Rwanda qui apporte le soutien aux rebelles, aux criminels. Ils sont eux-mêmes dans leur propre piège aussi. Et d'où il faut aussi une certaine prudence, il faut savoir bien jouer sur le plan diplomatique pour que ce puissance occidentale ne soit pas reconnue comme étant à la fois les gens qui peuvent nous aider et étant en même temps le problème, ceux qui créent le problème dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc il faut toujours voir une certaine prudence. Les Américains, c'est la grande diplomatie. Je voulais apporter... Sur leurs intérêts. Ça, c'était pour le dire. Pour dire quoi? Quand je vois l'accord cadre, donc on est parti pour une longue durée. Donc ne se mettons pas d'accord aujourd'hui. Ça signifie quoi? Entre tête, des gens sont en train d'être massacrés. Ah, mais ça tombe bien parce que... Des gens sont massacrés. De ce que j'ai pu comprendre, c'est que Washington et Doha poussent pour qu'il y ait un accord global de paix avant la fin de l'année. Vous dites que ce n'est pas possible. Moi, je dis l'accord global, nous le souhaitons tous.
un accord global. Mais là, le chemin que ça prend, c'est mais pas pourquoi cet accord global ne s'était pas fait à Washington? Il fallait renvoyer certains... C'est ça la question. Nous devons nous poser de bonnes questions. Pourquoi un certain nombre d'aspects ont été renvoyés à Doha? Je n'entre pas dans le fait. Mais c'est pour dire que je ne voudrais pas qu'on prenne un accord global qui, dans le fait, ne sera pas appliqué comme il se doit. Et que la population continuera à être massacrée, à être chassée le docteur Benité a parlé effectivement du retour de l'autorité de l'État. Mais dans l'état actuel, est-ce qu'on voit le M23 quitter ses zones occupées? Impossible. Non, il faut quand même éclaircir deux choses. Il faut faire le distinguo entre... Mais je ne suis pas pessimiste. Non, je sais très bien. Je réfléchis. Mais c'est une bonne réflexion. Il faut faire le distinguo entre le processus de Luanda et le processus de Doha. Le distinguo, c'est lequel? J'ai dit Doha, c'est la continuité de Nairobi. Nairobi, c'était quoi? Les groupes armés se retrouvent, on trouve un compromis avec le gouvernement central. C'est quand il y a eu bascule lorsque le président Tshisekedi a dit plus de dialogue, plus de brassage. Ils se sont arrêtés là. Ça a été un échec. D'où la médiation de Doha. Luanda, c'est quoi? Luanda, toi qui parlais des Africains, moi aussi je suis panafricaniste ou quoi, mais je ne suis pas un panafricaniste BA. À Luanda, il y avait 3 instances sous-régionales. La CEAC, le CIRGL et la SADC. 3 sous-régionales. Malgré ça, on a échoué à Luanda, ne serait-ce que de faire venir Kagame, Paul Kagame. Pourquoi? Parce que Paul Kagame, à la rigueur, passe-moi le terme, il s'en fout de l'Angola. Mais lorsqu'il a entendu les États-Unis, comment les États-Unis ont pu arrêter la guerre entre Israël et l'Iran? Ah, mais il a dit, il a dit récemment qu'il n'ira pas signer d'accord. Hein. Mais on va voir. Une manière de dire quoi? En diplomatie, c'est un jeu d'échecs. Il y a aussi plusieurs formes de diplomatie. Il y a une diplomatie coercitive. Il y a une diplomatie de chèque. Si Kagame s'est déplacé, c'est parce qu'il sait que si on coupe les vivres, il peut se retrouver en difficulté. Bref, moi, je ne suis pas dans ce pessimisme-là. Je dis, intégrons les 3 dimensions pour comprendre comment ça va aller. Mais en même temps, il a dit tout à l'heure, je l'ai répété plus d'une fois, le président Tshisekedi a 3 arcs dans son voilà, 3 arcs, 3 flèches, on va dire. Il y a la diplomatie, il y a l'opinion. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a réussi à imposer dans l'agenda international la crise de la RDC. Même l'Union africaine qui hésitait vient de reconnaître le génocide. Il y a une avancée considérable. Mais le 3e arc, je l'ai toujours dit, et je pense, moi, pour ma part, et je crois que le président Tshisekedi doit y réfléchir, que la pression militaire, le levier militaire devrait s'imposer un moment. Si, par malheur, je termine là-dessus, la manière dont ils sont en train d'isoler, et sur le plan même interne, ces gens-là sont poursuivis, c'est des gens qui sont, et d'ailleurs dans l'accord cadre on le dit, tous ceux qui ont été pris sur des crimes et autres, ben, l'impunité ça n'existe plus. Il va un moment, isolé diplomatiquement, vous résistez, mais le levier militaire doit être activé. Parce que malheureusement, dans tout conflit, il faut arriver à un moment à faire en sorte que la RDC soit forte et frappée. Vous l'avez compris. Et dans ce cadre-là, ben, ça doit être. C'est ce que nous avons dû demander. Oui, mais la prise de conscience. C'est ce que nous avons dû demander. La prise de conscience des autorités. Et on a appris ce matin en parlant d'armée que, selon nos confrères d'Afrique Intelligence, que des généraux congolais s'étaient rendus en mission secrète en Israël. Oui, bien sûr. Docteur Benité. Je voudrais, si vous voulez, rebondir sur la chute de mon doyen Mavinga pour rassurer que on ne peut pas sur ces plateaux nous donner, nous donner à l'idée que depuis les débuts de ces conflits jusqu'aujourd'hui, que Félix Tshisekedi n'est pas dans la logique militaire, quelque part. Mais la logique militaire, elle s'est construite. La logique militaire, elle s'épense. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, militairement, en termes des ressources, en termes d'équipement, ce n'est pas la RDC d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Mais Dadi. Mais sauf, j'arrive. Oui, en fait, ceux qui nous regardent, sincèrement, ils vous diront,
quand le M23 est rentré à Goma et on a vu des militaires prendre la poudre d'escampette, c'est quand même assez surprenant aujourd'hui de dire que le président travaille sur un volet militaire. Hein. Donc il faut vraiment bien expliquer aux gens pour qu'ils le comprennent. Monsieur Carlyle, sans vraiment vous taquiner, vous indexer, mais c'est pour la compréhension des téléspectateurs. Sauf que nous sommes dans un domaine qui ne se parle pas comme si on parlait du football. Hein. On parle bien du domaine militaire. C'est un domaine stratégique. C'est un domaine où on ne fait pas de la communication comme si on faisait de la communication politique. Moi, j'informe tout simplement qu'entre-temps, entre les moments où Goma, Bukavu tombaient et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, d'actes qui ont été posés du point de vue militaire. Mais maintenant, ce que les doyens disent, là où je suis d'accord avec lui, que nous sommes dans un processus. Et dans ces processus, il y a des étapes. Il y a des étapes et nous saurons indéfiniment attendre que la paix, elle vienne du ciel. Okay. Et donc, à un certain moment, les responsabilités vont être prises de par la République démocratique du Congo. Mais sauf que pour le moment, les chefs de l'État, et depuis toujours, a choisi la voie diplomatique. Et nous devons ici, autour de cette table, sur ces plateaux, reconnaître que diplomatiquement, le Congo, il a gagné beaucoup de points diplomatiquement. Nous avons gagné beaucoup de points diplomatiquement. Les doyens, Lucien l'a reconnu ici, qu'avec la signature de l'accord cadre, Félix Tshisekedi a réussi de pouvoir mettre aussi la communauté internationale, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Mais sur le terrain, les choses n'avancent pas concrètement. Ça va bouger, ça va bouger. Cher Dadi, je vais utiliser un peu ce que disent les gens, à savoir la diplomatie de la cachotterie. Que répondez-vous aux gens qui vous disent que Tshisekedi est perdu parce que dans ce jeu à trois, il y a deux qui sont d'accord, les États-Unis et le Rwanda, contre Tshisekedi. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Quoi que Tshisekedi fasse, en effet, une chose est claire, c'est que cette question est d'abord américaine, rwando-américaine, avant d'être rwando-américaine et congolaise. Non, c'est faux. Ah non, c'est une question que je pose. Oui, je vous réponds. Et troisièmement, sur le terrain, comme a dit Carline, c'est très bien, hein. Je m'étais un peu amusé avec des amis en disant la visite effectivement du président Herzog en RDC permettra à la RDC d'aller former ses militaires. Alors, si je sors de la galéjade, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'effectivement, on ne forme pas les gens comme ça immédiatement. Donc voilà trois questions qui sont essentielles. En rappelant que Dadi n'est pas ministre des Armées. Je sais bien. Mais justement, vous faites bien de le souligner. Je ne suis pas ministre des Armées, mais on peut avoir l'information par les bénéfices d'être sur terrain plutôt qu'à Paris. Oui. Parce que quand on est à Paris, on lit beaucoup les médias français et tous les autres. Et on est probablement loin des réalités. On a l'avantage de rencontrer des ministres et d'échanger. Moi, je pense que déjà, premièrement, c'est faux de dire que cette question, elle est d'abord américano-rwandaise, plutôt que congolaise, américano et tout ce que les doyens disent. La question aujourd'hui, depuis en tout cas l'avènement de l'administration Trump, ouais. La question, elle n'est plus américano-rwandaise. Il faut ici souligner quand même les soutiens qu'a bénéficié le Rwanda par les différentes administrations, notamment démocrates, qui se sont succédées au pouvoir. La donne politique aujourd'hui, elle a changé et elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Je pense que les doyens, si les doyens Lucien ne voient pas l'inconfortabilité dans laquelle aujourd'hui se trouvent les gouvernements l'inconfortabilité dans laquelle se trouvent les gouvernements rwandais, pourtant c'est perceptible et ça saute à l'œil aux yeux de tout le monde. Ça c'est d'une part. D'autre part, aujourd'hui, les Américains savent que, surtout avec l'administration Trump, ils savent que s'ils veulent faire des affaires aujourd'hui, d'autant plus qu'ils ont besoin de faire des affaires, c'est pas avec les Rwandais qu'ils vont faire des affaires, c'est avec la République démocratique du Congo qu'ils vont faire des affaires. S'il faut parler des minerais rares, des minerais stratégiques, l'administration Trump savent que ces minerais, ils ne sont pas au Rwanda, c'est en République démocratique du Congo que ça se trouve. Pourquoi Paul Kagame s'est-il précipité d'aller à Doha plutôt que d'aller en Angola? Parce que tout simplement,
simplement, il est tenu économiquement par les Qataris, avec les investissements importants des Qataris au niveau du Rwanda. Mais je viens de vous dire qu'il ne faut pas séparer, isoler la démarche qatari à la démarche américaine. Les deux démarches, les deux pays se tiennent, aussi bien du point de vue militaire, stratégique et diplomatique. Donc là où il y a les Qataris, il y a ipso facto les Américains. Et donc aujourd'hui, sortir la République démocratique du Congo de ses enjeux alors qu'elle tient économiquement tous ses partenaires, c'est être loin de la réalité et des enjeux qui sont en train de se jouer en ce moment. Par contre, Félix Tshisekedi, elle apporte simplement une certaine ténacité, une certaine direction qu'il veut pouvoir amener, qui dérange essentiellement. Et nous ne sortirons pas du gouffre qui a été installé depuis 30 ans aussi facilement. Nous sommes dans cette dynamique-là. Pour me percevoir que nous sommes petit à petit entre... Monsieur Carlyle, cher doyen, il y a à peine un an, on ne parlait pas de la guerre de l'Est comme on en parle aujourd'hui. Il y a à peine 6 mois, il n'y avait pas de séminaires en France où le monde entier était réuni autour du président français pour mobiliser plus d'1 milliard. Sur la crise congolaise. Donc, il n'est pas reconnaître cette dynamique diplomatique, cette efficacité diplomatique et sortir la RDC de ces enjeux, je crois que c'est méconnaître ce conflit dans sa durée et les lueurs sur lesquelles nous sommes en train de partir. En fait, c'est pas qu'on ne reconnaît pas les avantages de la diplomatie, mais bon, ceux qui nous regardent, ils sont nombreux à nous regarder depuis Bukavu, depuis Goma, se disent, mais c'est très bien, mais sur le fond, ce que nous vivons, je voulais juste apporter une phrase par rapport aux relations avec les États-Unis. Au sortir de à la fin de son mandat, le président Biden est parti à Luanda pour le fameux corridor de l'hôpital. Ouais. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit dans cette émission, le curseur n'est plus à Kigali, contrairement à ce que vous pensez. Le curseur est à Kinshasa. Maintenant, c'est la capacité de l'intelligence, de la diplomatie pour capitaliser ce curseur-là. Et pour l'armée, je suis un ancien de la force publique, le président Tshisekedi est venu trouver une armée infiltré à travers les brassages. Raison pour laquelle il a refusé les brassages. Et les brassages, ça a été la cinquième colonne qu'utilisait le Rwanda. Et donc, brassage et en même temps une armée sous-équipée parce qu'elle était quasiment dépendante des orientations plus ou moins qui... Et je l'ai dit, je le répète, et pour moi, c'est pas une affirmation gratuite. Malheureusement, l'ancien président Joseph Kabila, c'était un vassal. C'était pas quelqu'un qui était là pour défendre les intérêts de la... vous avez raison de le dire, parce que vous n'avez qu'à vous poser... Messieurs, il faut Excusez-moi, je vais terminer par là. Oui. Il a raison de le dire, militairement parlant, par rapport à l'ancien régime. Parce que vous n'avez qu'à vous poser de questions de savoir comment est-ce que l'ancien président lui-même était devenu général-major. Quand on sait, dans l'armée, les parcours qu'il faut faire pour pouvoir devenir général. Et donc, l'armée, elle a été inféodée. Soyons sérieux, cher Dadi, pour devenir général en Afrique. Je ne parle pas de devenir général en Afrique. Je parle de devenir général tout court. Oui. Donc, on sait le schéma. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas été élu l'année dernière. Donc, il faut préciser aussi pour la bonne compréhension. L'année dernière, comment ça? Il n'a pas été élu l'année dernière. Il est là depuis 2019, monsieur. Non. Monsieur Carlyle. Non. Il faut apporter un peu de nuance sur le papier. Monsieur Carlyle. Oui, Jonathan. Monsieur Carlyle. Dernière information. Monsieur Carlyle. On passe à l'autre thématique. Vas-y. Tshisekedi n'a pas été élu en 2025. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Mais c'est un processus. Écoutez, moi je prends la parole aussi au nom de ceux qui sont sur le terrain, qui vivent la situation. Donc ils ont besoin de sécurité et je dois le dire à la justice. Il a dans son acte plusieurs flèches. J'ai une question à vous poser. Le volet militaire. Et donc logiquement on attendait, si c'est les gens du M23 à continuer de faire les blaireaux comme on dit. Il faut tabasser. J'ai une question pour vous, monsieur Carlyle, même si ce n'est pas mon rôle. J'ai une question. Est-ce que savez-vous qui s'est opposé à un certain nombre de députés nationaux qui, à un certain moment, ont évoqué la question de la suspension des états d'urgence dans le nord, le sud Kivu et l'Ituri.
Mais c'est la population de ces provinces-là qui reconnaît l'implication de certains acteurs, même qui sont à Kinshasa. Le président Mbosso l'a dit en son temps. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette population, elle est bien consciente que la dynamique d'hier et la dynamique d'aujourd'hui, dans les processus de résolution de ces conflits à l'Est, elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même, ça c'est clair. Elle n'est plus la même. De toutes les manières. Mais l'impatience des populations est tout à fait légitime. Et qu'il faut prendre en cause, parce que moi, on fait des débats ici, c'est très intéressant, mais les gens attendent. Il y a une victoire diplomatique claire et nette. C'est légitime. On peut le reconnaître, mais il faut que ça se transforme sur le terrain, parce que... C'est légitime. Regardez, je prends l'exemple pour terminer, on va passer à l'autre sujet assez intéressant. Lorsqu'on a annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma, une émission qui a très bien marché ici, enfin, comme M. Kone Nanga nous dit, qui viennent ouvrir eux-mêmes. Enfin, ils parlent quand même au chef. D'ici un mois. Bon, on attend de voir la situation est catastrophique. Mais c'est déjà quelque chose dont quand quelqu'un se permet de dire des choses comme ça, c'est assez compliqué. C'est clair. Je pense, pour terminer, il y a une info. Je crois que l'émir du Qatar est attendu au Congo. Vous pouvez me confirmer. Il sera là d'ici le 20 novembre. Non, je ne sais pas. Mais il y a une visite, en tout cas, une visite de l'émir du Qatar qui peut changer aussi les choses. C'est le curseur dont je parle. Non, mon il faut passer à autre chose. Il faut passer de l'autre sujet pour lequel Dadi est là, qui est très intéressant. C'est la question du Front pour la 4e République. Dadi, d'où vient cette dynamique que vous avez lancée le 27 octobre à Kinshasa? Alors, l'idée de cette dynamique, elle remonte quand même à plusieurs mois de réflexion. La question de la sécurité que nous parlons est une des questions qui nous a amenés à réfléchir. La question du bien-être du Congolais, la question de l'ingouvernabilité des provinces ou du pays, la question liée à l'animation des institutions de la République, la question liée au manque, on va dire, de l'équité dans la redistribution des revenus nationaux, la question liée à la prolifération des institutions budgétivores qui ne tiennent pas en compte les réalités des terrains. Bref, l'idée du Front pour la 4e République, elle arrive au moment où nous estimons que un 48e dialogue avec pour objectif de se partager les pouvoirs et ne pas résoudre les problèmes fondamentaux des Congolaises et des Congolais, est aujourd'hui, pour nous, une question, un dialogue de trop, et qu'il faut prendre le courage à deux mains pour dire stop, il faut qu'on résolve les problèmes de manière globale et définitif. Et pour y arriver, la réponse, c'est de passer de la 3e à la 4e République. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, si nous abordons la question de l'économie, on va nous opposer la question du social. Si nous abordons la question du social, on va nous opposer la question liée à la sécurité. Si nous abordons la question liée à la sécurité, on va nous dire que s'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'il y a la corruption, c'est parce qu'il y a la gabégie, c'est parce qu'il y a les détournements et tout. Mais comment nous faisons pour arriver de façon efficace, de façon rigoureuse, à répondre à cette question dans le sens d'aller vers une modernisation de l'État, modernisation de la gouvernance, avec un peu plus de rigueur. Et nous avons répondu à cette question pour dire il nous faut passer de la 3e à la 4e République et avoir une République qui serait assise sur des fondements politiques qui mettrait tous les Congolais et les Congolaises ensemble et regarder tous dans la même direction. Voilà un peu, globalement, les analyses que nous avons faites et la réponse que nous avons apportée, que nous estimons être une réponse idoine qui puisse aller vers la rencontre des aspirations profondes du peuple congolais, d'autant plus que ces projets, il va, dans son cheminement, être porté par le peuple lui-même. Bien. Dr Luther, bonne réaction sur cette initiative. Merci Carlyle. Je reprends la parole après plus d'une demi-heure quand même. Mais bon, je reviens plus sur ce qui s'est passé. Mais je suis juste content que le doyen Mavinga ait pu au moins pour une fois contredire la Cinco sur la question de la légitimité du processus de Doha, puisque la Cinco avait salué ce processus. Mais là aujourd'hui, il a contesté. Donc c'est très bien. Pour revenir sur votre question, Carlyle, sur donc la perspective qui a été lancée notamment par notre ami Dadi, pour aller vers la 4e République, c'est une idée que je partage fondamentalement. Je partage cette idée fondamentalement, pourquoi? Parce que j'ai mené des études sur la constitution de la République démocratique du Congo. Tout ce qui vient d'expliquer, en fait,
euh, euh, c'est le résultat de la constitution actuelle de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, j'ai entendu des gens parler de la révision, etc. Non, il faut juste aller vers un changement pur et simple de constitution, donc ce qui emporte aussi changement, bien entendu, de république. Pourquoi? Parce que, il abordait l'aspect institutionnel, l'aspect institutionnel. Moi, si je vais juste regarder, par exemple, l'article 78 de cette constitution, qui dit que le président de la République nomme le premier ministre, ok? Il le nomme au sein de la majorité parlementaire. Et l'alinéa 2 de cet article dit qu'en l'absence de cette majorité, le président de la République est obligé de nommer un informateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller recueillir des informations pour chercher à constituer une coalition. Maintenant, appliquons cela aux faits. Appliquons cela aux faits. Comment ça se passe? Le premier problème, en cas d'absence de majorité absolue, et on le sait tous qu'en RDC, il n'y a aucun parti politique en RDC ne peut avoir la majorité absolue. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà trop nombreux, et surtout qu'en RDC, et l'histoire nous le démontre depuis la mise en place de cette constitution jusqu'à maintenant, on ne gouverne que par le jeu des coalitions. Or, généralement, ces coalitions sont beaucoup plus fragiles. Oui, sont fragiles. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'Union sacrée. On a vu avec l'FCC Cash quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Ce qui a fait en sorte qu'il était obligé de faire quoi? De dissoudre l'Assemblée nationale pour se donner une nouvelle coalition. Et donc, le problème de coalition, c'est quoi? C'est qu'on prend du temps déjà pour se choisir un premier ministre. Et deuxièmement, il y a une grave crise de légitimité. Pourquoi? Parce que quand le Premier ministre n'est pas issu de la majorité qui, elle, a été dégagée par le peuple par voie électorale, et qu'on choisit le Premier ministre issu des coalitions, ça veut dire que le président choisit l'homme qui doit obéir à ses volontés politiques. Et donc, le Premier ministre devient un béni, oui, oui, en quelque sorte, et il perd sa légitimité. Il n'a pas de légitimité aux yeux de l'opinion publique, et même vis-à-vis du Parlement, il n'a pas assez de légitimité. Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'on va entrer dans une instabilité chronique, instabilité institutionnelle chronique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des problèmes, par exemple, au sein de l'Union sacrée, le président Tshisekedi voit qu'il y a trop de détracteurs, allez, paf, il dissout l'Assemblée nationale pour chercher encore une nouvelle coalition. Oui, pour chercher encore une nouvelle coalition. Et c'est pour cela que je propose d'ailleurs qu'il y ait suppression du poste du Premier ministre, qu'on supprime la fonction du Premier ministre et qu'on instaure même un régime présidentiel pur et simple avec un président à la tête de l'exécutif qu'il partage avec un vice-président élu, donc il tire sa légitimité directement aussi du peuple. Pourquoi je le dis? Pour une raison très simple. C'est que dans un régime présidentiel, et vous le savez très bien, Carlyle, les pouvoirs sont indépendants et il y a une séparation stricte des pouvoirs. Ce qui va faire en sorte que lorsque le président est élu, qu'il ait la majorité ou pas, l'exécutif continue à fonctionner et le Parlement continue aussi à fonctionner. Vous voyez déjà. Et donc ça fait un contre-pouvoir très important. Dadi a encore évoqué la question même de la répartition des compétences avec les provinces. Aujourd'hui, quand on regarde la constitution de la RDC, on ne sait pas qui est de l'État central ou des provinces, qui fait quoi. On ne sait pas. Il y a tellement chevauchement de compétences qui est très, très grave. Et sur ce point, moi, si bien entendu on fait appel à moi. Et vous prenez vos services. Depuis 3 minutes, vous prenez vos services. Donc voilà, si jamais on fait appel à moi, il faut réfléchir sur la forme de l'État. Très simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un État qui ne dit pas son nom. L'État de la RDC. La forme de l'État ne dit pas son nom. Il faut aller, à mon sens, vers un État unitaire, centralisé, déconcentré et décentralisé.
Unitaire, centralisé, ça veut dire on a un État, l'État au niveau central, donc un gouvernement central, etc., qui va gérer les affaires concernant tout le niveau central, dans le niveau national. Déconcentré, c'est-à-dire que le président de la République va maintenant nommer des gouverneurs de province. Ils ne seront plus élus, ils seront nommés pour plus d'efficacité. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, les gouverneurs sont élus. Mais il peut y avoir des gouverneurs qui sont élus, mais qui sont issus des partis de l'opposition. Donc, ils sont opposants à la vision politique du président. Mais c'est le principe d'un État fédéral. C'est le principe. C'est comme aux États-Unis. Nous, on n'est pas un État fédéral. Nous, on est un État décentralisé. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un gouverneur qui est élu, il est de l'opposition. Il se pose maintenant une question de double légitimité. Il y a d'un côté la légitimité du président pour le dérouler de son programme au niveau national et de l'autre, la légitimité du gouverneur élu au niveau local. Ce qui va faire passer, ce qui va empêcher l'efficacité de l'action du gouvernement central au niveau local. C'est ça le contexte actuel. Non, mais justement, on a l'impression d'avoir un État fédéral là, avec cette affaire-là. Oui, mais exactement, c'est pour ça que je vous dis c'est un État qui ne dit pas son nom. C'est la décentralisation, c'est en fait un fédéralisme en différé. Je peux juste poursuivre rapidement et puis vous avez 30 secondes, c'est bon. Voilà. C'est un État qui ne dit pas son nom. La forme actuelle de l'État de la RDC ne dit pas son nom. Donc j'étais dans la déconcentration. Maintenant au niveau de la décentralisation, là où c'est encore compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois des entités décentralisées, puis on a des provinces. Les entités décentralisées sont les communes, etc. Puis on a des provinces. Et au niveau des provinces, moi ma proposition, elle est toute simple. C'est-à-dire au niveau des provinces, on a un gouverneur qui est nommé, puis on a une assemblée ou un conseil provincial dirigé par un président du conseil provincial avec des conseillers donc élus qui, eux, vont œuvrer uniquement dans le cadre de la décentralisation. Mais là, c'est une décentralisation uniquement administrative et non politique sous le respect de la loi commune qui est la Constitution. Ça s'appelle le contrôle de l'égalité. C'est ça. En fait, on reviendra dans le fond lorsqu'on aura vraiment un projet de constitution pour pouvoir débattre. Mais on a pris bien note de vos idées. Je pense que Dadi retournera à Kinshasa avec ses idées et éventuellement votre CV. Mais j'ai une question pour vous avant de donner la parole aux autres. Je sais que les opposants aujourd'hui, quand ils entendent changement de constitution, ils voient très vite troisième mandat. Est-ce que les compteurs seront remis à zéro s'il y a changement de constitution? Alors, très rapidement, Carlyle, il faut que les gens sachent que le président Tshisekedi peut aujourd'hui rester au pouvoir sans toucher à la Constitution. Il faut que les gens le sachent. Parce qu'on a déjà ce qu'on appelle en RDC une convention de la Constitution qui a été créée par le président Joseph Kabila. C'est un précédent. Aujourd'hui, c'est devenu une règle constitutionnelle. Et si le président, parce que le mandat du président Kabila terminait quand? En 2016. Il est resté combien d'années supplémentaires? 2 ans supplémentaires avec l'autorisation de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, il avait évoqué quoi? La question économique. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi peut aussi évoquer la question sécuritaire pour rester au pouvoir sans organiser les élections. C'est un précédent. C'est une convention de la Constitution qui est acceptée. Et le changement de Constitution aussi remet les compteurs à zéro. S'il change la Constitution, tout. Très bien, c'était ça ma question. Doyengi Mafimba, et ça va tourner après. Oh, très vite, je reste dans l'angle, moi je vais rester dans l'angle politique, brillamment déjà, Maître a fait, est resté dans l'angle. Je dis ceci, le pays où nous sommes là, je me souviens, la 5e République est née à la suite de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a précipité la fin de la 4e République française. Or, lorsqu'on voit la 4e République française, c'est ce que je vois, ce qui se passe en RDC. Il a évoqué les questions de coalition et autres. Et c'est ce qui me revient à dire, même il faut réfléchir. Dans le cadre de la RDC, par exemple, il faut avoir 3 blocs ou 2 blocs politiques. On ne peut pas être dans un pays où il y a 200 partis politiques qui n'existent que de nom. Plus de 1000. Il faut y réfléchir. Donc, premier élément, une constitution, ce qui est normal, elle est dynamique en fonction des contextes et en fonction d'un certain nombre de convictions politiques. Ça, c'est deuxième chose. Il faut maintenant prendre un certain nombre de contours, parce que moi, j'estime que
cette constitution, le doyen Mavinga pourra mieux le dire, quand je regarde un peu en préparant l'émission, c'est un peu la continuité de Sun City. Mais c'est Sun City. Sun City qui consistait à partager en fait le beefsteak, passez-moi le terme, RDC. Il suffit de prendre les armes par ici, il suffit de prendre les armes par là. Donc, il faut rompre avec cette pratique et aller à une 4e république. Mais les contours politiques, ça c'est important. Nous sommes dans un contexte africain où les gens estiment que lorsqu'on change la constitution, c'est pour rester au pouvoir. Mais non, il faudrait que le pouvoir actuel puisse s'entourer des politiques, des gens relativement confiants pour motiver, comme on a commencé à le motiver là, de manière juridique et de manière politique, motiver s'il y a changement de la Constitution. Motiver quoi, le 3e mandat? Non, pas le 3e mandat. non, je ne parle pas du 3e mandat. Vous allez vous opposer un paradoxe très, très fort là. Hein? Non, tu sais, moi je suis un démocrate, mais stricto sensu. Mais je pars du principe que, j'ai dit tout à l'heure, De Gaulle a fait un coup d'État. Hein. Parce que les opposants à Kinshasa qui se plaignent, même pas chaque week-end, ils font des meetings sur ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Mais il a apporté un élément important. Il suffit seulement que si le président Tshisekedi, là le politique il vous parle, il veut être cynique. Il dit, écoutez, moi la guerre, on me l'a imposée. Je n'ai pas pu gérer. Un peu comme Zelensky, quoi. Donc, mais bien sûr, on vous a lui demander quoi. Donc, je veux dire que il faut arriver à un consensus. Dans lequel je parle, les contours politiques pour arriver à un consensus et estimer que il nous faut, si tout le monde est d'accord, même le doyen Mavinga est d'accord qu'il faut une 4e république. Mais dans ce cas, il faut prendre l'avis des uns et des autres, et bien entendu des spécialistes de l'extérieur, pour arriver. C'est là où nous allons faire preuve de la haute intelligence africaine. Oui, je voulais souligner tout mon intérêt pour la question qu'ouvre Tshiswaka, la 4e République. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle j'ai amené, je devais amener 5 livres que j'ai écrits sur cette question. Mais je n'ai amené que 2 pour ne pas tout ça. Ces livres, je l'ai publié en 2007, à la recherche d'un modèle de développement culturellement durable pour bâtir une nouvelle et vraie République démocratique du Congo. En 2007, à la recherche d'un modèle de développement culturellement durable pour bâtir une nouvelle et vraie République du Congo. Et ça, en 2017, le 20 engagement pour une transition démocratique, pacifique, exceptionnelle en République démocratique du Congo. Et j'aborde le problème de la 4e République dans cet ouvrage de 2007 et dans cet ouvrage de 2007 et de 2017. Quand il y a eu la signature, quand on avait adopté la Constitution en 2006, mais en 2005, quand on a lancé le référendum, nous étions de ceux qui avaient dénoncé que cette Constitution que vous soumettez au référendum contient des dispositions dangereuses qui peuvent un jour nous amener à la balkanisation, l'impunité et la balkanisation. Il y avait dans cette constitution ce que moi j'appelais l'esprit de Sun City et l'esprit de Liège. Parce que cette constitution, après Sun City, ils sont partis relire la version finale à Liège en Belgique. Donc il y avait à la fois et l'esprit de Sun City et l'esprit de Liège qu'il fallait ôter de cette constitution signée en 2006. C'est comme ça que dans cet ouvrage en 2007, je disais qu'il faut une 4e République. Parce que la 3e République, qui est l'ordre de Sun City, de l'AFDEL, va nous conduire dans de conflits et nous n'allons pas nous en sortir. Nous serons pris dans le cercle vicieux des groupes armés qui se sont partagés, parce qu'il faut le dire, à Sun City, les groupes armés se sont servis. Et cette constitution a créé leur impunité et a créé un système où les gens doivent prendre les armes pour venir au pouvoir, comme le venons aujourd'hui avec le M23. Exactement. De 2005, j'avais dit non et j'ai publié pour dire qu'il faut 4e République. Et ici, quand nous sommes en 2010... Est-ce qu'on peut retrouver encore l'ouvrage pour ceux qui... Bon, ils doivent aller au FNAC, le FNAC, ils vont contacter l'éditeur. Ok. Alors là, maintenant, en 2017... quand je parlais de la transition sans Joseph Kabila, nous en parlons ici, nous sommes dit qu'il faut que Kabila se contente de demander partir, parce qu'il faut réformer. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Cette constitution a 2 lacunes. La première lacune, elle n'a pas de sacralité congolaise. Et la deuxième lacune, qui est peut-être plus grave pour moi, elle n'a pas de génie congolais.
c'est derrière, il y en a beaucoup des institutions. C'est un peu de voir qu'est-ce qui se fait en Belgique, qu'est-ce qui se fait en France, mais il n'y a plus d'originalité en tant que peuple. Il faut donc maintenant qu'il y ait une constitution où nous allons mettre notre génie et pour aller à la 4e République. Mais maintenant, je voulais dire ceci. Pour que ce processus puisse réussir, il faut impérativement que le président actuel puisse faire, s'il veut passer au changement de la Constitution, puisse faire un engagement ferme devant le public pour dire qu'on ne change pas la Constitution pour que je brigue un 3e mandat, mais c'est parce que c'est la République. Nous voulons voir de nouveaux fondements pour asseoir ce que moi j'appelle le grand Congo du 21e siècle. Dadi, vous êtes là, vous êtes devant les Congolais qui nous regardent nombreux de plus en plus. C'est une démarche citoyenne. Ben, merci. Je pensais, une fois que j'aurai la parole, pour clarifier les choses. Il nous reste 3 minutes, donc allez. Le Front pour la 4e République n'est pas une démarche portée par des politiques. C'est une démarche portée par des Congolaises et des Congolais. Et donc c'est une démarche citoyenne, c'est une démarche républicaine. Le Front pour la 4e République est constitué de plusieurs leaders de la société civile et de toutes tendances, on va dire. Le Front pour la 4e République, aujourd'hui, après les lancements à travers une conférence de presse que votre média a suivi à distance, nous avons lancé sur terrain à Kinshasa ce que nous appelons des sessions de formation des messagers, qui sont des Congolaises et des Congolais qui adhèrent à cette idée, qui vont se déployer à travers toute la République pour aller sensibiliser, mobiliser. Ça, c'est d'une part, et nous avons ouvert ça. Le Front pour la 4e République se prépare pour que, au mois de mars de l'année 2026, nous allons lancer une pétition. Nous allons lancer la récolte des signatures au stade Tata Raphaël, où nous attendrons 60 000 à 70 000 Quinois. Et ça va se faire concomitamment à travers les 26 chefs-lieux des provinces. Et à Kinshasa, ça sera au stade Tata Raphaël. J'aurai le plaisir en ce moment-là, à travers les Fronts pour la 4e République, de recevoir les docteurs Lutin, de recevoir mon aîné Mafimba, de recevoir les plateaux et M. Carlyle à Kinshasa, parce que nous voulons prendre le monde et l'Afrique particulièrement à témoin de cette démarche. Donc, nous ne sommes pas dans une démarche tshisekédiste. Nous ne sommes pas dans une démarche kabiliste. Ce n'est pas une commande de la présidence. Nous ne sommes pas dans une démarche kabiliste, nous sommes dans une démarche citoyenne. Parce que, M. Carlyle, Kassavubu est passé, Mobutu est passé, les deux Kabila sont passés, il faut considérer que Tshisekedi passera et la République démocratique du Congo restera. Et donc, on ne peut pas, nous venir ici, alors que le président du Tchad est moins âgé que moi, le président du Burkina est moins âgé que moi, Sébastien Lecornu est moins âgé que moi, croire qu'à nos âges, nous ne devons rester que dans une caisse de résonance pour les autres. Non, nous sommes assez responsables comme ça pour pouvoir nous lancer dans des réflexions et des actions qui puissent... Parce que, M. Carlyle, si notre génération en République démocratique du Congo ne prend pas les choses en main, rassurez-vous que c'est nous qui auront sacrifié au moins 5 générations derrière nous. Et nous ne voulons pas porter la responsabilité de sacrifier cette génération. Et voilà pourquoi nous disons, l'ère est venue où nous voulons passer de la 3e à la 4e République. Et nous sommes en train de travailler sur un projet de la Constitution que nous allons proposer. Parce qu'une chose est de dire, passons de la 3e à la 4e République. Une autre, c'est de mettre les contenus. Dans cette 4e République que nous ne voulons plus une République où un seul individu devrait être à la fois député national, député provincial, sénateur et nommé ministre. Et même quand il est nommé ministre, ce qui reste sur les différents mandats qu'il a pu avoir, c'est sa femme, c'est son enfant et c'est son oncle. Nous ne voulons pas de ce type de république. Nous voulons une république où un député doit déjà à la base avoir un travail pour bénéficier que des primes de cession et non des émoluments comme nous les connaissons aujourd'hui. Nous voulons une république qui sera fondée sur l'équité. Et nous, aujourd'hui, les doyens ont parlé des constitutions, mais lorsque vous prenez l'histoire des constitutions de la République démocratique du Congo, des 60 à 2006, quelle est la constitution qui avait été écrite par les Congolais? Aucune constitution. La constitution des 60, elle est signée par les rois des Belges et un ministre chargé des questions congolaises qu'on appelait d'esquiveur. Voilà les deux personnes qui ont signé la constitution des 60. La constitution des 64, si bien qu'elle n'a pas été vraiment mise en pratique, elle a été écrite par qui? Pas
pas par des Congolais. La constitution des 67, qui a été révisée 17 fois par Mobutu, elle n'a pas été écrite par des Congolais. La constitution de 2006, qui est la pire des constitutions qu'elle n'a jamais connue notre pays, elle a été écrite dans quel contexte? Est-ce qu'aujourd'hui, les contextes sont si prêts pour pouvoir dire il nous faut? Et donc, nous, le passage de la 3e à la 4e République va avoir plusieurs conséquences, entre autres les changements purs et simples de la Constitution. Mais cette fois-là, ça va être une Constitution, comme disaient les doyens, écrite par les génies congolais. Absolument. Pour rencontrer des valeurs congolaises, Très pour bien. rencontrer la culture congolaise Ouais. et pour mettre en place des institutions qui cadrent avec les moyens que nous avons actuellement. Et puis, nous allons suspendre, nous, dans la 4e République, nous allons supprimer les Sénats. Nous allons supprimer les assemblées provinciales. Ça va, le Kondo, ça ne sera pas très content vous attendre. Nous allons revenir à une territoriale des non-originaires. Les doyens, ils savent que sous Mobutu, nous avons eu Konde Vila Kikanda, par exemple, qui a été le meilleur gouverneur dans les Kivu. Merci, Nous avons Dadi. eu Koya Diallo, qui a été le meilleur gouverneur. Il faut que je dans rende le l'antenne. Katanga. Il faut que je rende l'antenne. Et donc, c'est de cette république que nous voulons. Et ça, c'est une démarche, j'insiste, citoyenne Bien sûr. et républicaine, Très bien. qui va dans le sens de mettre en place une république qui sera fondée sur l'équité. En tout cas, les Congolais, vous avez écouté. Lucien, je m'en excuse vraiment profondément. Vous n'avez pas eu la parole sur ce sujet. Il faut que je rende l'antenne. Je suis déjà, j'ai dépassé un peu mon credo, mais c'est un sujet passionnant. On reviendra sur ce plateau pour aborder le projet dans le fond. Et bien sûr, on sera avec vous. Mais de toutes les façons, il faut que je rende l'antenne. je prendrai le contact pour t'envoyer les ouvrages. Hein, parce que Vous m'envoyez toujours des ouvrages. Non, Donc, non, on est j'ai déjà en contact. Bon, oui, en fait, je ce vais plateau a t'envoyer. servi finalement de promo. Il faut dire aux opposants C'est ça, la congolais de propagande. lire d'abord la Constitution. Parce qu'ils sont en train de lier ce projet uniquement à l'avenir politique du président Tshisekedi. Ils n'ont jamais pris le temps de Nous sommes en lire, Afrique, de Dr. Ben décortiquer Luther. cette Dans ce Constitution. pays, dans le Quand pays. ils l'auront fait, ils verront que dans cette Constitution est un danger pour le bon fonctionnement de Dans la mon pays, République. dans mon pays d'origine, ils ont vendu, Et même ils ont la vendu un 4e projet République. constitutionnel avec un flyer où c'était marqué Depuis 2006, le président ne peut pas être candidat. C'est ça l'Afrique. Bonne soirée.